Le vent s'engouffre dans les falaises, glisse le long des parois abruptes et se mêle au sel qui monte de la mer. Le silence n'existe jamais vraiment dans ces terres. Il y a toujours un souffle, un murmure, ou le fracas lointain des vagues qui se brisent contre la roche sombre. L'eau s'étend, profonde et glacée, immobile en surface, mais animée en dessous de courants secrets. Les fjords ressemblent à d'immenses cicatrices laissées par la glace, des entailles où la mer s'avance dans les terres comme pour s'y réfugier. Parfois, l'écho d'un oiseau traverse l'air, brise l'équilibre, puis tout retombe dans une quiétude lourde, presque solennelle. Au bord des rives flottent des troncs venus des forêts voisines. Ils dérivent lentement, heurtant les parois rocheuses dans un craquement sourd. Chaque choc résonne dans la vallée, comme un rappel de la puissance des éléments. Les montagnes se dressent tout autour, rugueuses et imposantes, couvertes de pins sombres accrochés aux moindres parcelles de terre. Le sol cultivable est rare, mais la beauté se cache partout, dans la brume qui s'élève au matin, dans le reflet changeant des nuages sur l'eau noire, dans la lumière fragile d'un soleil qui peine à franchir les sommets. L'air est vif, presque tranchant. Chaque respiration emplit la poitrine d'une fraîcheur saisissante, comme un rappel constant de la rigueur de la nature. Les habitants de ces fjords apprennent à écouter le vent, à lire dans ses changements de direction, à prévoir la tempête ou la brève accalmie. Quand le soir descend, le ciel prend une teinte d'argent. Les fjords deviennent des miroirs immenses où la lumière glisse sans bruit. Les montagnes se reflètent dans l'eau comme dans un rêve, et la frontière entre la mer et la terre s'efface. Le temps semble s'étirer. Les heures perdent leur poids habituel, s'allongent, se dissolvent dans le rythme lent des vagues. Mais sous cette apparente immobilité, tout demeure mouvement. La mer gonfle et se retire, les marais effleurent les rivages, les nuages se forment et se dispersent. Le vent revient frapper les falaises, inlassable, comme un souffle ancien qui n'a jamais cessé. Au creux des vallées, de minuscules villages se blottissent près de l'eau. Des maisons de bois, des toits de tourbe, une barque tirée sur la grève. De la fumée s'élève parfois d'un foyer, se fond dans la brume qui danse entre les cimes. Les voix se perdent dans le vent, les gestes se répètent, les regards se tournent vers la mer sombre qui nourrit autant qu'elle menace. La mer n'est pas seulement un horizon, elle est la route, le lien, la promesse. Elle attire et effraie tout à la fois. Chaque vague porte la mémoire des ancêtres, chaque souffle du vent semble appeler au départ. Dans le craquement du bois flottant, dans la plainte des oiseaux, dans le silence épais des montagnes, un peuple se façonne, forgé par le froid, par l'eau et par le vent. Il apprend à lire dans les courants comme dans un livre ouvert, à tracer des routes invisibles vers l'inconnu. Ici, l'histoire des navigateurs du Nord prend racine. L'hiver s'installe comme une emprise lente et implacable. La lumière décline jour après jour jusqu'à n'offrir qu'un pâle éclat quelques heures à peine. Le soleil effleure l'horizon, s'élève timidement avant de replonger derrière les montagnes, laissant place à une nuit longue, glaciale, presque éternelle. La neige s'accumule, épaisse, silencieuse. Elle recouvre les toits des maisons, étouffe les sentiers, ferme les passages entre les vallées. Les villages s'isolent les uns des autres, séparés par des étendues gelées que nul ne peut franchir sans danger. Les bruits du monde extérieur s'effacent, remplacés par le craquement des branches sous le poids de la glace et par le souffle du vent qui balaie les plaines figées. Dans les habitations de bois, la vie se concentre autour du feu.
Les flammes jettent le reflet mouvant sur les parois sombres, éclairant les visages fatigués. Les provisions soigneusement accumulées durant l'été et l'automne deviennent la seule garantie de survie. Grains, poissons séchés, viande fumée. Tout est compté, partagé avec prudence. Chaque repas rappelle le lien fragile qui unit les hommes aux saisons. Trop peu de récoltes, trop de bouches à nourrir, et l'ombre de la faim s'installe. Le froid s'insinue partout. Il traverse les murs, durcit le sol, engourdit les corps. Les rivières gèlent jusqu'au silence, prisonnières d'une gangue de glace. Les forêts, d'ordinaire bruissantes de vie, se figent. Seuls les cris lointains des corbeaux ou le passage furtif d'un renard viennent rompre l'immobilité. Dans ces mois obscurs, les gestes du quotidien prennent une lenteur particulière. Le bois est coupé et entassé pour maintenir le feu. Les filets sont réparés en prévision du printemps. Les outils entretenus dans l'attente des travaux des champs. La communauté se resserre. Chacun dépend des autres. Et la survie repose sur une solidarité tacite, née de la nécessité. La nuit, les maisons s'emplissent de récits. Les anciens racontent les histoires des ancêtres, les exploits des dieux, les voyages au-delà de la mer. Ces paroles, portées par la voix et la mémoire, réchauffent autant que les flammes. Elles entretiennent l'espoir et donnent au temps qui s'étire une forme moins oppressante. Dans l'obscurité, les mots deviennent des refuges, des lanternes fragiles au milieu de l'hiver. L'attente façonne les esprits, attente du retour de la lumière, de la fonte des neiges, des routes à nouveau praticables, attente des jours où les champs reverdiront, où la mer s'ouvrira à nouveau aux embarcations. Chaque hiver est une épreuve, mais aussi une école de patience. Dans la rigueur et le silence se forment des hommes et des femmes habitués à l'endurance, à l'économie, à la résistance. Le froid est un maître sévère. Il rappelle sans cesse la petitesse de la vie humaine face à la grandeur de la nature. Pourtant, il n'éteint pas la volonté de durer. Les villages enfouis sous la neige restent vivants, les foyers continuent de brûler, et derrière chaque fenêtre tremble encore une lueur. Lorsque les nuits les plus longues s'achèvent, que l'aube revient timidement poser un voile clair sur les fjords gelés, les esprits retrouvent un souffle nouveau. La glace se met à craquer, à se fendre, annonçant des jours plus doux. Mais dans la mémoire demeure le souvenir de ces semaines figées, de ces mois où la terre entière semblait être arrêtée. Ainsi, chaque hiver grave sa marque dans la chair et dans l'âme. Il enseigne la fragilité, impose l'humilité, mais forge aussi une force silencieuse. C'est dans cette épreuve répétée que s'ancre la résilience d'un peuple qui, plus tard, saura transformer l'adversité en puissance et faire de la rudesse de son climat l'origine de sa détermination. Quand la glace se retire, la mer reprend son souffle. Les fjords s'ouvrent comme des couloirs bleutés entre les montagnes, et l'océan redevient le cœur battant des terres du Nord. Les routes terrestres sont trop rudes, brisées par les rochers, barrées par les forêts impénétrables et par les neiges qui s'attardent. Alors le regard se tourne vers l'eau, vers cette immensité mouvante qui, loin d'être un obstacle, devient passage et promesse. Le long des côtes, la mer offre ses dons, poissons argentés qui se rassemblent en bancs innombrables, phoques sur les rochers, oiseaux marins nichés dans les falaises. Mais elle n'est pas seulement une source de nourriture. Elle relie ce que la terre sépare. Chaque fjord, chaque île, chaque hameau isolé trouve son chemin par l'eau. Les barques glissent sur les reflets,
franchissent les distances que les montagnes rendent inaccessibles. Les communautés s'habituent à vivre dans ce dialogue constant avec l'océan. Les enfants grandissent avec le roulis des vagues comme berceuses, apprennent très tôt à reconnaître les humeurs du ciel, à distinguer le calme trompeur de l'avant-tempête. Les villages se construisent toujours près d'une crique ou d'une plage où tirer les embarcations. Sans cette proximité, aucune vie durable n'est possible. La mer relie aussi les saisons. Durant l'hiver, elle enferme les hommes dans ses glaces, mais dès que la débâcle survient, elle rouvre les routes. Les embarcations partent chercher ce qui manque ailleurs, du sel, du fer plus clair pour la construction. Les échanges circulent ainsi, invisibles aux yeux de ceux qui ne connaissent pas ces rivages, mais essentiels pour maintenir la vie. Au fil des années, l'eau devient plus qu'une nécessité. Elle est une école. Naviguer apprend à lire le monde autrement, dans les courants, dans la couleur des nuages, dans le vol des oiseaux. Elle offre une maîtrise qui ne s'acquiert pas sur la terre ferme. Celui qui sait dompter la mer peut franchir des distances qu'aucune marche ne permet. Chaque embarcation porte une part de rêve. Les barques de pêche, modestes et fragiles, sont déjà des promesses d'aventure. Elles s'élancent à l'aube, reviennent chargées, ou parfois à moitié vides, rappelant que l'océan ne se laisse jamais dompter totalement. Pourtant, l'appel demeure irrésistible. Le ressac n'est pas seulement un bruit de fond, mais une voix qui pousse en avant. Dans cette intimité naît un rapport singulier au monde. La mer n'est pas un simple horizon, elle est une voie qui s'étire dans toutes les directions. Elle permet d'imaginer ce qui se cache au-delà, d'entrevoir la possibilité de terres lointaines, d'horizons nouveaux. Elle nourrit la curiosité et entretient le courage. Les hommes et les femmes de ces rivages savent que leur existence dépend de cette compagne instable et puissante. Elle peut donner avec générosité, mais aussi reprendre sans avertir. Elle impose l'humilité, tout en éveillant le désir de la traverser. Dans ces vagues se trouvent à la fois la peur et l'espérance. Ainsi, ce n'est pas la terre qui unit ces communautés éparses, mais l'eau qui les sépare et les relie tout à la fois. Chaque voyage, même le plus court, devient un lien vital. Chaque départ est une promesse de retour, mais aussi l'ombre d'un risque. La mer façonne les gestes, les croyances, les récits. Elle devient le miroir où se reflète toute une culture, le chemin sans fin, qui prépare, peu à peu, à d'autres départs, plus lointains, plus audacieux. Dans le clapotis des vagues contre les coques de bois, dans le cri des mouettes au-dessus des falaises, se dessine déjà une destinée. Le Nord, enfermé par ses montagnes et ses hivers, ouvre ses portes par l'océan, et c'est par cette voie liquide, infinie et imprévisible, qu'un peuple s'apprête à écrire son histoire. Depuis toujours, l'eau a façonné les gestes. Bien avant que n'apparaissent les grands navires des âges futurs, les hommes du Nord taillaient déjà des troncs entiers pour en faire des pirogues. Ces coques simples, creusées au feu ou à l'outil, glissaient sur les lacs et les rivières, portaient les pêcheurs entre les roseaux, transportaient le bois et la pierre nécessaires aux hameaux. Fragiles, elles suffisaient pourtant à franchir les eaux calmes, à rapprocher les rives séparées par le courant. Ces premières embarcations étaient plus qu'un outil. Elles représentaient la première libération face à la rudesse des reliefs. Elles ouvraient un chemin là où la terre s'obstinait à barrer la route. Peu à peu, elles se firent plus larges, plus solides. Des planches s'ajoutèrent aux troncs évidés, des assemblages naquirent. Les rameurs pouvaient alors emporter davantage de vivres, davantage de compagnons. La mer
jusque-là redoutés, commençaient à être abordés autrement. Avec le temps, l'ingéniosité des charpentiers s'affirma. Ils observaient le bois, ses fibres, sa souplesse. Ils apprirent à superposer les planches en couches fines, à les fixer avec des rivets de fer forgés dans leurs propres ateliers. Cette méthode, patiemment perfectionnée, donna naissance à des coques capables de plier avec les vagues, au lieu de se briser contre elles. L'embarcation n'était plus seulement un radeau, elle devenait un organisme vivant, respirant au rythme des flots. À l'époque de Wendel, ces progrès prirent une ampleur nouvelle. Les sépultures riches mises au jour, avec leurs armes, leurs parures et leurs bateaux enterrés, témoignent d'un monde déjà tourné vers l'eau comme horizon de pouvoir. Les navires n'étaient plus seulement des outils de subsistance, ils incarnaient le prestige, la force, la capacité de traverser les distances. Ces embarcations, longues et effilées, n'avaient encore l'allure parfaite des dracars, mais elles portaient déjà en elles leurs promesses. Étraves relevées, planches chevauchées avec soin, lignes élancées, capables de fendre l'eau comme un couteau. Leur taille permettait de transporter non seulement des hommes, mais aussi du bétail, des biens, des armes. Le voyage cessait d'être un simple passage local, il devenait aventure, commerce, parfois conquête. Autour de ces navires se tissait une culture. Leur construction exigeait des jours et des semaines, l'effort des charpentiers, des forgerons, des femmes qui tissaient les voiles épaisses en laine. Chaque fibre, chaque clou portait la trace d'un savoir transmis, d'une communauté réunie autour d'un même projet. Le navire était une œuvre collective, un fragment de village, posé sur l'eau. Quand venait le moment du départ, les rameurs s'installaient côte à côte, les mains serrées sur les avirons pelis. Le bateau glissait d'abord timidement, puis, à mesure que les coups de ramage s'accordaient, il prenait son élan, fendait la surface sombre des fjords. Le bruit régulier des pagaies se mêlait aux cris des oiseaux marins, au claquement du vent dans les voiles. Chaque expédition portait la même incertitude, la mer accueillante ou hostile, les rivages étrangers amis ou ennemis. Ces premiers voyages étaient modestes, mais ils ouvraient des horizons nouveaux. De fjord en fjord, d'île en île, les embarcations reliaient des communautés dispersées. Des objets circulaient, perles venues de loin, armes d'un métal étranger, étoffes aux couleurs inhabituelles. Chaque découverte nourrissait l'imaginaire, renforçait l'envie d'aller plus loin encore. Ainsi, l'appel du large se faisait plus pressant. Les bateaux n'étaient plus seulement les gardiens d'une subsistance fragile, mais les messagers d'une promesse. Au-delà de chaque cap, derrière chaque ligne d'écume, s'ouvraient des mondes encore inconnus. Dans le bois qui craque, dans la voile qui claque, dans l'élan des rames, résonnait déjà le destin d'un peuple façonné par l'eau et prêt à en suivre toutes les routes. Sous les collines du nord reposent des navires immobiles, ensevelis dans la terre, comme figés en plein voyage. Ils ne voguent plus sur les fjords, ni sur la mer, mais dans l'éternité. Autour d'eux, les archéologues ont retrouvé des armes, des bijoux, des parures finement travaillées. Ces tombes silencieuses témoignent d'un monde déjà façonné par l'honneur, le prestige et la hiérarchie. Les sépultures de Wendel livrent leurs secrets comme des murmures venus d'un autre temps. Les casques, ornés de plaques de bronze ciselées, reflètent l'image de guerriers dont le pouvoir dépassait celui du simple fermier. Les motifs représentent des chevaux, des oiseaux, des créatures mythiques. Chaque détail raconte une histoire, une bataille remportée, un lien sacré avec les dieux, une appartenance à une lignée prestigieuse. Les armes déposées auprès des morts ne sont pas des simples outils de guerre.
Elles sont des symboles. Les épées, forgées avec patience, polies jusqu'à briller dans l'ombre, incarnaient le pouvoir et la continuité du rang. Les boucliers, souvent décorés, accompagnaient le défunt comme pour protéger son passage dans l'autre monde. Chaque tombe devient ainsi un récit silencieux de la vie d'un homme, de son autorité sur les siens, de sa place dans une société où tout reposait sur la loyauté et la force. Ces richesses ne sont pas offertes à tous. Elles signalent une élite qui commence déjà à se distinguer. Les guerriers les plus puissants, chefs de clans ou seigneurs locaux, reposent entourés de trésors qui parlent de voyages lointains. Verres colorés venus du sud, bijoux ou formes étrangères, pièces d'argent fondues bien au-delà des frontières scandinaves. Le monde du Nord, pourtant isolé par ses montagnes et ses mers, se reliait déjà à des routes invisibles qui menaient jusqu'aux empires d'Orient et aux terres de l'islam. Ces tombeaux reflètent plus qu'une richesse matérielle. Ils révèlent un ordre social en train de s'établir. Au-dessus des hommes libres se dressaient ceux dont l'autorité reposait sur la guerre, la redistribution et la gloire. Autour d'eux gravitaient des alliés, des guerriers de confiance, des familles entières qui bénéficiaient de leur protection et de leurs dons. Dans leurs grandes halles, ces chefs organisaient des banquets où la générosité affichée renforçait leur pouvoir. Les sépultures grandioses sont l'écho immobile de ces festins disparus. Dans la pénombre des tumulus, on devine aussi une pensée du sacré. Enterrer un homme avec son navire, c'était lui offrir une embarcation pour l'au-delà, un passage vers des terres invisibles. Le bateau devenait à la fois cercueil et promesse de voyage. Ainsi, même dans la mort, l'eau restait la route. Les guerriers ne reposaient pas sous la simple terre, mais dans des vaisseaux de bois, prêts à prendre le large vers un ailleurs mystérieux. Ces pratiques disent la puissance des croyances et la profondeur des mythes. Le casque décoré n'était pas seulement une protection. Il incarnait la figure du héros, mi-homme, mi-divin. Le navire enseveli n'était pas qu'un objet, mais un symbole de passage et de continuité. La mort se confondait avec le voyage, et l'au-delà s'imaginait comme une traversée éternelle. Dans le silence des collines, les tumulus restent comme des bornes, témoins muets d'une époque où les vivants honoraient leurs chefs, en leur offrant l'éternité des navires et l'éclat des métaux précieux. Ces tombeaux dorés racontent l'émergence d'une société hiérarchisée, où déjà la mer, la guerre et le prestige tissaient les fils d'un destin qui allait bientôt s'élargir au monde entier. Dans les vastes solitudes du Nord, les dieux étaient partout. Leur pas résonnait dans le craquement des forêts de pins, leur souffle se mêlait au vent des fjords, et leur regard se posait sur chaque bataille, chaque serment, chaque départ vers la mer. La nature immense et indomptable n'était pas muette, elle parlait par leurs voix invisibles. Odin, le père des sagas, était celui qui cherchait la connaissance au prix le plus lourd. On disait qu'il avait sacrifié un œil pour voir plus loin que les autres hommes, et qu'il avait suspendu son corps à l'arbre du monde pour boire à la source de la sagesse. Dans les halles enfumées, son nom était murmuré avant les batailles, car il pouvait donner la victoire à qui lui plaisait. Mais il était aussi redouté, car l'homme qu'il favorisait aujourd'hui pouvait être abandonné demain. Dans les regards levés vers les nuages gris, c'était souvent sa présence que l'on guettait. Thor, au contraire, résonnait comme un tonnerre familier. Protecteur des hommes, armé de son marteau, il se tenait contre les forces du chaos qui rôdaient aux frontières du monde.
quand l'orage éclatait sur les montagnes et que le sol vibrait sous les éclairs, c'était sa puissance qu'on reconnaissait. Les paysans, les pêcheurs, les familles qui vivaient dans la peur du froid et des bêtes sauvages voyaient en lui une force rassurante. Son marteau n'était pas seulement une arme, il devenait aussi un signe de bénédiction posé sur les berceaux, les mariages et les navires en partance. Freya, elle, apportait une présence plus douce, mais tout aussi redoutable. Maîtresse des passions et des secrets, elle veillait sur la fécondité des champs, sur la naissance des enfants, mais aussi sur les destins des guerriers tombés. Car tous ne rejoignaient pas le Valhalla de Dain. Une part d'entre eux était accueillie dans la demeure de Freya, parmi les gens infinis de son royaume. Dans le bruissement des blés mûrs, dans la tendresse de l'amour, comme dans la douleur des séparations, son ombre s'étendait. Autour d'eux gravitaient d'autres puissances, parfois terrifiantes, parfois bienveillantes, jamais lointaines. Les Norns, qui tissaient le fil des vies humaines, incarnaient la certitude que chaque destin était déjà inscrit. Les esprits des ancêtres, gardiens invisibles, vivaient encore dans les tumulus et les tertres, rappelant que la mort n'effaçait pas la présence. Même les pierres levées, dressées contre le ciel, semblaient porter leur marque. Les dieux n'étaient pas seulement des figures de récit, ils habitaient le quotidien. Avant de semer, on leur offrait quelques graines. Avant de lever une voile, on murmurait une prière. Avant d'entrer au combat, on versait une libation de bière ou de sang. Ces gestes simples liaient le visible et l'invisible, rappelant que chaque acte avait sa résonance dans un monde plus vaste. Dans les longues nuits d'hiver, lorsque les hommes se rassemblaient dans la chaleur des halles, les skaldes faisaient revivre leurs exploits. Les voix s'élevaient au rythme des lyres, et les sagas déployaient des combats cosmiques où dieux et géants s'affrontaient sans fin. Ces récits n'étaient pas seulement des divertissements, ils étaient des miroirs du réel, rappelant que l'ordre du monde se reposait sur un équilibre fragile, toujours menacé. Ainsi, les dieux veillaient, non pas comme des souverains lointains, mais comme des présences familières, invoquées dans le fracas des vagues, dans le sifflement du vent, dans le silence de la neige. Leur puissance faisait partie du paysage, et leur mémoire s'inscrivait dans chaque pierre gravée, chaque chant, chaque souffle. Les hommes ne vivaient jamais seuls. Autour d'eux, toujours se tenait le regard invisible des dieux. Dans les clairières où s'élevaient les troncs denses, le destin des navires commençait bien avant de toucher l'eau. Les charpentiers parcouraient la forêt, observant la courbure des branches, la solidité des troncs, la manière dont chaque fibre avait résisté au vent et au gel. Chaque arbre portait en lui une forme possible, et l'œil du maître savait déjà quelle pièce il pourrait devenir, quille, bordage ou membrure. Le bois choisi était abattu avec respect, car il renfermait la promesse d'un voyage. Les coups de hache résonnaient dans le silence. Puis venait l'odeur vive de la résine chauffée, qui s'attachait aux mains et aux vêtements. Sur le sol, les troncs étaient débités, fendus, polis jusqu'à ce qu'ils prennent la courbe que demandait l'art du navire. Rien n'était laissé au hasard. Chaque planche devait épouser l'autre. Chaque joint devait respirer avec la mer sans jamais se briser. Le feu accompagnait ce travail. Dans les forges, le métal s'animait sous le soufre des soufflets. Les forgerons façonnaient clous et rivets incandescents, qui, en s'enfonçant dans le bois, liaient les planches comme les anneaux d'une armure. Chaque coup de marteau résonnait comme une incantation, rythme régulier d'un labeur collectif. Autour d'eux, les étincelles volaient comme des éclats d'étoiles, rappelant que la solidité d'un navire dépendait autant de l'acier que du bois. À mesure que le squelette s'élevait,
la forme du futur drakkar se dessinait. La quille, longue et souple, portait déjà en elle l'élan vers la mer. Les bordets, disposés selon la technique du clin, se chevauchaient en une surface flexible, capable d'épouser la vague plutôt que de s'y briser. Cette souplesse, fruit de siècles d'expérimentation, transformait le navire en être vivant, prêt à respirer avec l'océan. Autour de la coque en gestation, l'air était saturé d'odeurs, celle du goudron chauffé, étalé sur le bois pour repousser l'eau et la vermine, celle des copeaux encore frais, qui couvraient le sol comme une neige dorée. Des voix s'élevaient, graves et patientes, ponctuées de silence où seul restait le frottement des outils et le chant du vent dans les branches. Construire un navire était un acte collectif, mais aussi rituel, où chaque geste liait les hommes à la mer qu'ils allaient affronter. Lorsque la coque prenait enfin forme, l'étrave se dressait comme une promesse. Souvent sculptée, elle devenait dragon, serpent ou créature mythique, destinée à protéger ceux qui embarqueraient. Ces figures n'étaient pas de simples ornements, elles incarnaient la puissance, l'intimidation, mais aussi la continuité entre le monde des hommes et celui des dieux. Ainsi, avant même de toucher l'eau, le navire appartenait déjà à deux mondes. La voile, tissée de laine et teinte de couleurs vives, ajoutait à ce corps de bois une respiration nouvelle. Elle se gonflerait bientôt du souffle des vents, portant sur des centaines de kilomètres le destin de ceux qui s'y confieraient. Autour de cette toile immense, les femmes avaient travaillé des semaines durant, filant, nouant, renforçant les fibres jusqu'à ce qu'elles puissent résister aux colères des tempêtes. Enfin, lorsque tout était prêt, le navire glissait vers la mer. Les hommes chantaient en poussant, les cordes grinçaient, le bois vibrait, et l'eau venait accueillir cette créature née de la forêt et du feu. Dans le clapotis des vagues, le drakkar prenait vie, prêt à danser sur l'océan. Chaque planche, chaque rivet, chaque coup de hache et chaque prière se mêlaient désormais en un seul être, à la fois outil, arme et compagnon. Là commençait une histoire nouvelle, car chaque navire construit ouvrait la possibilité d'un départ, d'une rencontre, d'un destin. Dans le reflet des vagues, la mer semblait reconnaître son enfant. Sur la grève humide, un navire attendait, dressé comme une créature venue d'un autre monde. Sa coque longue et élancée reposait sur le sable, prête à se glisser dans l'eau comme un serpent impatient. La proue, sculptée en tête de dragon, fixait l'horizon d'un regard immobile. Les courbes du bois semblaient vibrer sous la lumière changeante, comme si le navire respirait déjà, encore retenu mais sur le point de s'éveiller. Les flancs portaient les boucliers ronds, alignés l'un contre l'autre, cercle après cercle, formant une muraille colorée qui annonçait la présence des guerriers. Chaque disque de bois, peint de motifs simples, rouges, noirs ou jaunes, reflétait la personnalité de celui qui le brandirait. Ensemble, ils formaient une parure, éclatante et menaçante, qui donnait au navire l'allure d'un animal cuirassé. Au-dessus, la voile carrée, teinte de rouge profond, attendait le vent. Elle était comme une grande aile repliée, prête à se gonfler pour emporter le navire au-delà des fjords. Sa couleur éclatante se détachait sur le ciel gris, signe d'une volonté de se faire voir, d'inspirer crainte et admiration à ceux qui croisaient leur chemin. Chaque fibre de laine, tissée et retissée avec soin, portait l'empreinte des mains qui l'avaient façonnée, reliant le labeur du quotidien à l'élan de l'aventure. Le bois du pont exhalait encore l'odeur de la résine et du goudron. Les planches, sombres et lisses, portaient déjà les marques des pas des hommes qui s'y préparaient. Entre les bancs, les rames attendaient, longues et solides, prêtes à plonger dans l'eau.
Elles étaient les bras du navire, son souffle régulier, capable de le pousser en avant lorsque le vent manquait ou que les côtes se resserraient. Sous la lumière pâle, le dragon de proue semblait animé d'une présence silencieuse. Sa gueule ouverte, aux crocs acérés, n'était pas seulement un ornement. Elle effrayait les esprits malveillants, dispersait les forces invisibles qui guettaient sur la mer. Elle annonçait aussi la fierté et la puissance de ceux qui osaient prendre la mer. Dans l'imaginaire des rivaux, comme dans celui des compagnons, elle transformait le navire en créature sacrée, protectrice et redoutable. Autour de lui, l'air vibrait d'une tension particulière. Les hommes s'affairaient, ajustant les cordes, resserrant les nœuds, vérifiant chaque détail comme s'ils préparaient un rituel. Chacun savait que la mer pouvait offrir autant qu'elle pouvait reprendre. Le navire devenait alors une promesse fragile, fruit de tant d'heures de travail, confiée désormais aux dieux et au vent. Quand la marée montait, l'eau venait lécher doucement la coque, comme pour l'appeler. Les vagues, d'abord timides, s'insinuaient entre les galets et soulevaient peu à peu le corps de bois. Le dragon s'inclinait légèrement vers l'avant, comme s'il répondait à cette invitation. Les boucliers vibraient sous la brise, la voile claquait doucement, et le navire semblait déjà glisser avant même de quitter le rivage. Alors, dans un élan collectif, les hommes poussaient de toute leur force. Les cordes se tendaient, le bois gémissait, puis le longship s'arrachait à la terre. Dans un bruit sourd, il entrait dans l'eau, d'abord hésitant, puis plus fluide, porté par sa légèreté et par la courbe parfaite de sa coque. En un instant, il cessait d'être un objet de bois et de fer pour devenir un être mouvant, danseur des flots. Sur la mer, il trouvait sa véritable nature. La voile rouge se gonflait, les rames s'abaissaient et l'élan naissait. Le dragon avançait, rapide et souple, défiant les vagues comme si elles n'étaient que des collines passagères. Dans le fracas des embruns, le navire révélait ce pourquoi il avait été conçu: la vitesse, la force et la beauté d'un mouvement ininterrompu. Chaque départ de longship portait en lui plus qu'un voyage, une affirmation d'existence, un cri lancé au monde. Car dans ces dragons de mer, les hommes du Nord trouvaient le prolongement de leur audace, la preuve que nulle frontière ne pouvait contenir leur désir de traverser l'horizon. Dans les campagnes du Nord, loin des halles des puissants et des tumulus des anciens chefs, la vie reposait entre les mains des hommes libres. Ils travaillaient la terre étroite, parfois ingrate, cultivant l'orge, le seigle ou l'avoine dans des champs que le froid menaçait à chaque saison. Ils possédaient leurs fermes, modestes ou plus vastes selon leur fortune, et en tiraient ce qui suffisait à nourrir leur famille. Entre les sillons, les troupeaux de moutons et de vaches broutaient, apportant laine, lait et force pour tirer la charrue. Ces hommes, appelés carls, formaient l'ossature de la société scandinave. Ni esclaves, ni seigneurs, ils incarnaient une indépendance farouche. Leurs droits étaient inscrits dans les coutumes et protégés par la loi. Ils pouvaient posséder des terres, porter des armes et surtout faire entendre leur voix lors des assemblées. Leur existence se partageait entre le labeur quotidien et le devoir de défendre leur communauté quand le besoin s'imposait. La mer, toujours proche, complétait leurs ressources. Certains pêchaient le hareng en masse, d'autres chassaient le phoque ou la baleine dans les eaux glacées. La pêche, tout comme l'agriculture, n'était jamais garantie. Tempêtes et gels pouvaient réduire à néant une saison entière. Cette précarité forgeait des hommes endurcis, habitués à s'adapter, prêts à quitter leur filet pour prendre les armes, ou à troquer leur surplus contre du fer, du sel ou du miel dans les marchés voisins. Mais ce qui unissait vraiment les carls, c'était le Thing, l'Assemblée des hommes libres.
Sous le ciel ouvert, souvent au pied d'une colline ou près d'une pierre levée, ils se rassemblaient pour décider ensemble des affaires du territoire. Là, chacun avait droit à la parole. Les querelles de voisinage, les litiges sur les terres, les accusations de vol ou de meurtre trouvaient leur place dans ce cercle. La parole circulait, soutenue par le souvenir des ancêtres et l'autorité des lois transmises par les anciens. Le Thing n'était pas seulement un lieu de justice, il était aussi l'expression d'une liberté profondément ancrée. Ici, aucun homme ne pouvait gouverner seul. Même les plus puissants des Jarls devaient obtenir l'approbation de l'Assemblée pour mener une expédition ou faire voter une nouvelle règle. Les Carls, avec leurs voix unies, formaient une force capable de contenir l'autorité des chefs, rappelant que le pouvoir se partageait, qu'il ne se possédait jamais sans l'accord des hommes libres. Dans ces réunions, les paroles pesaient autant que les épées. Un discours habile pouvait retourner une décision, un serment public liait à jamais celui qui l'avait prononcé. On y voyait la mémoire des traditions germaniques, où l'honneur et la réputation valaient plus que la richesse matérielle. La communauté tout entière portait le poids de la loi, et chacun savait qu'il ne pouvait y échapper. Leur statut distinguait ces hommes des paysans d'autres terres d'Europe, souvent soumis à des seigneurs ou liés à des obligations féodales. Ici, la liberté s'exprimait par la capacité à défendre ses biens, à négocier ses alliances, à participer à la décision commune. Ce n'était pas une égalité parfaite. Les plus riches avaient plus d'influence, les familles prestigieuses plus de voix. Mais c'était une reconnaissance de la valeur de chaque homme capable de tenir une arme et de cultiver sa terre. Ainsi, dans le froid des hivers comme dans la lumière brève des étés, la vie des Carls se tissait entre le champ, la mer et l'assemblée. Ils n'étaient pas des héros de saga, ni des figures divines, mais c'est sur leurs épaules que reposait l'équilibre du monde nordique. Leur force n'était pas seulement dans leurs bras ou leurs épées, mais dans cette liberté jalousement préservée qui faisait d'eux les véritables gardiens de leur terre et de leurs lois. Au sommet de la hiérarchie, au-delà des fermes dispersées et des assemblées de plein air, s'élevaient les halles des puissants. Ces vastes bâtiments de bois, dont les toits se dressaient comme des navires retournés, dominaient les vallées et les rivages. À l'intérieur, la lumière tremblante des torches se reflétait sur les poutres noircies par la fumée, illuminant les visages des guerriers et les armes accrochées au mur. Là régnaient les Jarls, seigneurs des hommes et maîtres de la terre. Leur autorité reposait plus que sur la force des armes. Elle se nourrissait du prestige, de la richesse et de la capacité à rassembler autour d'eux des hommes fidèles. Dans la grande salle, les banquets scellaient ces liens. Les longues tables se couvraient de viande rôtie, de poissons fumés, de fromage et de pain sombre, tandis que les cornes à boire circulaient de main en main, remplies d'hydromel et de bière. Chaque festin devenait un rituel où le pouvoir s'affichait. Plus la nourriture et les boissons abondaient, plus la générosité du chef renforçait son influence. Les chants des skalds rythmaient ces soirées. Accompagnés de leurs instruments, ils faisaient revivre les exploits passés, rappelaient les victoires des ancêtres et inscrivaient le nom du Jarl dans la mémoire collective. Ces poètes étaient plus que des conteurs. Ils étaient gardiens de l'honneur, tissant la gloire en paroles durables. Le chef qui recevait un chant gagnait une immortalité que ni le temps ni la mort ne pouvaient effacer. Autour du Jarl, les guerriers occupaient une place privilégiée. Assis près de lui, ils formaient une garde rapprochée, prête à défendre son autorité dans la paix comme dans la guerre. Ces hommes recevaient de leur maître des armes, des terres ou des trésors en échange de leur loyauté. La relation reposait sur l'honneur réciproque. Le Jarl protégeait et récompensait, les compagnons servaient et suivaient dans les expéditions. Ce lien personnel, plus fort que toute loi écrite, constituait la véritable armature du pouvoir. Dans ces halles,
on ne décidait pas seulement des festins. On y traitait des alliances, des mariages stratégiques, de plans de raid ou de commerce. Les étrangers y étaient reçus avec faste, car chaque visiteur apportait des nouvelles du monde extérieur. Soieries venues de l'Est, bijoux d'argent frappés à Bagdad, récits des routes de lointains empires. Les jarls qui contrôlaient ces flux de richesses devenaient plus qu'un simple chef local. Ils incarnaient la porte ouverte vers l'ailleurs. Leur grandeur se mesurait aussi dans la mort. Les plus puissants recevaient des sépultures à la hauteur de leur statut, parfois accompagnés de navires entiers, de chevaux, d'armes et de bijoux. La magnificence de leurs tombes reflétait la splendeur de leur vie, mais surtout, elle proclamait la continuité de leur lignée et de leur pouvoir. Les jarls n'étaient pas seulement des figures du présent, ils se voulaient ancêtres vénérés, piliers d'une mémoire transmise aux générations futures. Ainsi, dans l'ombre des torches, entre les chants, les rires et le fracas des coupes, se jouait bien plus qu'un simple banquet. Chaque geste, chaque offrande, chaque parole tissée par les skaldes affermissait la place du jarl. Sa grandeur ne venait pas seulement de sa richesse ou de son courage, mais de sa capacité à unir autour de lui un peuple de guerriers, de fermiers et de marchands, et à transformer cette multitude en une force cohérente. Dans le fracas des festins comme dans le silence des tombes, l'écho des jarls demeure. Ils furent les maîtres des grandes halles, les garants de l'ordre, et les visages visibles d'une société où le pouvoir s'affirmait dans la générosité autant que dans la guerre. Dans l'ombre des fermes et des halles vivaient ceux dont la voix ne franchissait pas les murs du pouvoir. On les voyait sans les regarder vraiment, silhouettes courbées dans les champs, mains cailleuses sur les filets de pêche, corps silencieux qui entretenaient le feu et portaient l'eau. Ces hommes et ces femmes étaient les thralls, les esclaves, figures invisibles d'un monde qui se construisait pourtant sur leur travail. Beaucoup venaient de loin, capturés au cours de raids menés sur les côtes d'Angleterre, d'Irlande ou de Frise. Ils étaient arrachés à leur foyer pour devenir marchandises. D'autres provenaient de dettes impayées, de condamnations ou de la misère, réduits à un statut sans retour. Pour les uns comme pour les autres, la liberté se refermait comme une porte. Désormais, leur vie appartenait à ceux qui les avaient achetés ou reçus en butin. Leurs conditions étaient sans ambiguïté. Ils n'avaient aucun droit, aucune voix au thing, aucune terre à défendre. Ils pouvaient être vendus ou échangés comme du bétail, transmis en héritage ou sacrifiés aux dieux dans des rites dont l'écho s'estompe à travers les siècles. Pourtant, leur présence soutenait l'économie de tout un peuple. Dans les champs, ils travaillaient la terre la plus rude. Dans les cuisines, ils nourrissaient les familles. Dans les ateliers, ils contribuaient à façonner les armes, les tissus ou les outils. Certains vivaient dans des conditions moins rudes, intégrés à la vie domestique, partageant la même nourriture que leurs maîtres. D'autres subissaient les travaux les plus pénibles, sous la menace constante des coups. La frontière entre ces destins dépendait du hasard, de la fortune des maîtres, ou parfois d'une parcelle d'humanité accordée au détour d'un geste. Mais toujours, une barrière infranchissable séparait les thralls des hommes libres. La mer, qui ouvrait tant de chemins vers l'horizon, servait aussi à alimenter ce marché humain. Les expéditions ne rapportaient pas seulement des richesses et des trésors, elles ramenaient des captifs, destinés à renforcer les fermes ou à être échangés dans les marchés de l'Est. L'esclavage n'était pas une marge du système, il en faisait partie intégrante. La liberté des uns se mesurait souvent au prix de la servitude des autres. Il y avait dans ces existences effacées une résignation silencieuse, mais aussi des bribes d'espérance. Certains pouvaient espérer affranchissement, gagné par des années de service ou par la faveur d'un maître. Une fois libres, ils devenaient lezings, des affranchis qui rejoignaient le cercle plus large des hommes du peuple. Mais leur passé d'esclaves les suivait comme une ombre. La mémoire des chaînes n'était jamais tout à fait effacée. Les sagas et les poèmes, qui glorifiaient les exploits des jarls et des guerriers, n'ont presque rien retenu de ces vies. Leurs voix se sont perdues dans le vacarme des festins et le fracas des batailles. Pourtant,
Sans elles, la terre ne se serait pas assez nourrie, les filets ne se seraient pas assez remplis, les navires n'auraient pas trouvé l'élan nécessaire pour s'élancer. L'invisible formait la base sur laquelle reposait le visible. Leur silence pèse encore comme une absence dans le récit. On devine leurs traces dans les lois anciennes qui fixaient leur valeur en argent, dans les fouillées archéologiques où leurs tombes anonymes apparaissent sans richesse ni offrande. Tout un pan de cette société se tenait dans l'ombre, condamné à servir, à souffrir, à disparaître sans mémoire. Ainsi, au milieu de la liberté revendiquée par les Carls et de la grandeur affichée par les Jarls, existait ce contraste saisissant. Un peuple de captifs dont la vie se confondait avec le travail quotidien et dont l'histoire s'éteignait presque avant d'avoir commencé. Leur voix, oubliée par les chants, demeure pourtant filigrane, rappelant que même dans les terres du Nord, l'indépendance d'un monde reposait sur la servitude silencieuse de ceux qu'on n'entendait jamais. Sous les toits de bois, les grandes halles s'emplissaient de chaleur et de fumée. Les flammes dansaient dans l'âtre central, projetant leurs lueurs orangées sur les poutres noircies, les boucliers suspendus et les armes accrochées au mur. Au dehors, la nuit d'hiver pouvait être glaciale, mais ici régnait la chaleur, le parfum de la viande rôtie et le brouhaha des voix qui s'élevaient comme une marée. Ces festins n'étaient pas de simples repas. Ils rythmaient la vie des communautés, rassemblaient les familles, les guerriers et les voyageurs de retour de la mer. Dans les coupes de bois et d'argent coulait l'hydromel, boisson douce et capiteuse, versée par les mains attentives des femmes qui circulaient entre les tables. Les convives s'asseyaient sur de longues bandes et chaque place reflétait le rang de celui qui l'occupait. Près du feu pour les plus honorés, plus loin dans la pénombre pour les autres. À la lumière des torches, on racontait les voyages passés, les batailles remportées, les terres découvertes. Les skalds, poètes et gardiens de la mémoire, prenaient parfois la parole, tissant leurs vers comme des fils qui liaient le présent aux souvenirs des ancêtres. Chaque récit, chaque chant renforçait l'identité d'un peuple qui vivait dans le mouvement, mais trouvait dans ces instants un ancrage, une mémoire commune. Au cœur de ces banquets se nouaient des serments, car dans un monde où l'écrit était rare, la parole donnée devenait plus solide qu'une pierre, plus durable que l'or. Devant témoins, les hommes se promettaient fidélité, se juraient vengeance ou protection. Un chef affirmait sa générosité en distribuant des anneaux d'argent, des armes ouvragées, parfois même des terres. Celui qui recevait s'engageait en retour à servir avec loyauté, à défendre, à combattre. La générosité n'était pas un geste gratuit, elle cimentait le pouvoir. Un jarl qui n'offrait pas, qui ne récompensait pas ses hommes, perdait leur fidélité. La grandeur se mesurait dans la capacité à donner, non à accumuler. Ainsi se tissait un réseau invisible d'obligations et de promesses, où chaque homme savait ce qu'il devait à un autre. La coupe partagée, le plat transmis de main en main, devenaient autant de symboles de cette solidarité. Dans la clameur des voix et le tintement des coupes, l'hydromel libérait les esprits. On riait, on chantait, mais on se souvenait aussi des disparus. Parfois, une coupe était versée à la mémoire des ancêtres, offerte aux dieux ou aux héros tombés au combat. L'ivresse se mêlait au sacré, et dans ce mélange naissait un sentiment de force collective, une conscience commune d'appartenir à une lignée, à une histoire. Lorsque la nuit avançait, le tumulte se faisait plus solennel.
des mains se levaient, des promesses s'énonçaient avec gravité. Certains juraient de suivre leur chef au-delà des mers, d'autres promettaient d'honorer un serment de vengeance. Dans ce cadre, le mensonge n'avait pas de place. Briser sa parole, c'était perdre son honneur, devenir indigne aux yeux des hommes et des dieux. Les festins se terminaient parfois dans le silence lorsque les torches s'éteignaient et que le bois crépitait encore dans l'âtre. Les corps alourdis par la boisson et les rires s'abandonnaient au sommeil, mais les serments prononcés, eux, continuaient à vivre. Et ils guidaient les décisions des jours suivants, marquaient les destins, déclenchaient des expéditions et des guerres. Ainsi, au milieu des champs et de la fumée, naissaient des alliances plus solides que les chaînes, des promesses gravées dans la mémoire de tous. Le banquet, plus qu'une fête, devenait un théâtre où se jouait l'avenir, où chaque parole prononcée liait les hommes entre eux aussi sûrement que les clous d'un navire maintenaient les planches de sa coque. La nuit s'étendait sur les fjords comme un voile profond. Les montagnes, silhouettes noires dressées contre le ciel, se reflétaient dans une mer calme, où l'eau semblait se confondre avec l'obscurité du firmament. Entre ces parois de pierre, quelques lumières vacillaient encore dans les villages endormis, tandis qu'au rivage, d'autres flammes s'agitaient, plus vives, plus impatientes. Les navires attendaient, leurs coques et filets reposaient sur l'eau immobile, prêtes à fendre la surface comme des lames silencieuses. La voile, repliée pour l'instant, gardait dans ses plis la promesse du vent. Les boucliers accrochés le long des flancs reflétaient par instants l'éclat des torches, comme des éclats fugitifs. Autour d'eux, l'air portait l'odeur de la résine fraîche et du goudron, mélangée au sel marin qui montait des flots. Les hommes embarquaient dans un murmure, leurs pas étouffés par les planches, leurs silhouettes se fondant dans l'ombre des mâts. On chargeait les provisions, sacs de grains, tonneaux d'eau et d'hydromel, armes soigneusement enveloppées. Chaque geste avait déjà été répété comme une chorégraphie transmise depuis des générations. Dans ce départ nocturne, il n'y avait ni cri ni tumulte, seulement la retenue d'un peuple qui connaissait le poids de la mer et le respect qu'elle exigeait. Les étoiles guidaient la route. Leur éclat perçait le ciel clair, dessinant des constellations que les navigateurs connaissaient comme les sentiers d'une carte invisible. Certaines brillaient au-dessus du nord, repères immuables, tandis que d'autres semblaient indiquer des chemins secrets vers des horizons encore inconnus. Entre ces points lumineux, le silence du ciel s'accordait au silence de l'eau, et c'était comme si l'univers entier retenait son souffle. Alors, les navires s'ébranlèrent. Les rames plongèrent dans la mer avec régularité, produisant un clapotis rythmé qui se répercutait contre les parois rocheuses. Lentement, les bateaux quittèrent l'abri des fjords. Les montagnes s'éloignaient derrière eux, disparaissant dans la nuit, tandis que devant s'ouvrait l'immensité liquide. La frontière entre terre et océan se dissipait, remplacée par une sensation d'infini. Ce moment contenait à la fois l'incertitude et l'espoir. Chaque départ pouvait mener à des rivages fertiles, à des marchés pleins de richesses ou à des terres nouvelles où bâtir des foyers. Mais il pouvait aussi se terminer dans la tempête, dans l'assaut d'ennemis ou dans le gouffre de l'océan sans retour. Pourtant, la mer appelait toujours, et nul ne résistait longtemps à sa voix. Sur le pont, certains levaient les yeux vers les astres comme pour y chercher la bénédiction des dieux. D'autres gardaient le regard fixé sur la ligne sombre de l'horizon, là où le ciel rejoignait la mer dans une promesse muette. Chacun portait en lui le souvenir du banquet, des serments prononcés, de la confiance placée dans ce voyage. La communauté entière semblait embarquer avec eux, même se rester sur la rive. La voile finit par se déployer, gonflée par une brise douce venue du large. Elle se teinta de reflets pâles dans la clarté nocturne, et le navire, libéré des rames, glissa plus vite sur la surface étincelante. Les flots se refermèrent derrière lui, comme si la terre elle-même acceptait son départ. Ainsi commençaient les voyages, sous le silence des étoiles et l'éclat fragile des torches.
Dans l'obscurité, chaque navire devenait une flèche lancée vers l'inconnu, une promesse inscrite sur les vagues. Et la mer, immense et indifférente, ouvrait son chemin à ceux qui osaient la traverser. Le voyage conduisait parfois vers des rivages accueillants, où l'on échangeait des biens et des paroles. D'autres fois, il se terminait dans le fracas des armes et le tumulte des flammes. Les navires nordiques portaient avec eux cette double promesse, celle du commerce et celle du pillage. Dans les ports de la Baltique ou aux portes de Byzance, la distinction entre l'un et l'autre se brouillait souvent, selon la fortune du jour ou la faiblesse des adversaires. Les routes maritimes reliaient le nord à des mondes lointains, tissant un réseau invisible qui s'étendait de la mer Noire aux rivages de l'Atlantique. Par les fleuves de Russie descendaient les marchands scandinaves, glissant sur les eaux jusqu'à rencontrer les marchés de Kiev, puis, au-delà, ceux de Constantinople, la cité aux coupoles étincelantes. Là, les tissus venus d'Orient changeaient de main. La soie, fine et colorée, contrastait avec les étoffes rugueuses des terres du Nord. Les épices, rares et précieuses, portaient des parfums d'ailleurs, cannelle, poivre, safran, qui transformaient un simple repas en banquet sacré. Les pièces d'argent byzantin circulaient dans les coffres des chefs, preuve tangible de la prospérité de ces échanges. Gravées d'effigies impériales, elles voyageaient bien au-delà de leur terre d'origine, enterrées parfois dans des cachettes de fortune au cœur des forêts scandinaves. Chaque monnaie enfouie racontait un voyage, une rencontre, une conquête. Mais ces richesses ne provenaient pas uniquement du commerce pacifique. Les mêmes navires qui transportaient l'ambre et les fourrures pouvaient quelques jours plus tard déverser leurs guerriers sur des côtes vulnérables. Les monastères, isolés, riches en or et en manuscrits, devenaient des proies faciles. Les cloches sonnaient l'alerte, mais souvent trop tard. Le feu consumait les toits, et les silhouettes casquées repartaient, les cales alourdies de butin et de captifs. L'esclavage constituait une part sombre mais essentielle de cette économie mouvante. Les corps arrachés à leur terre devenaient monnaie d'échange, circulant de port en port comme autant de biens précieux. Dans les marchés de l'Est, ces captifs prenaient place aux côtés des fourrures, du fer ou de l'ambre, rappelant que la richesse viking se nourrissait aussi de souffrances humaines. Dans cette alternance de violence et de dialogue, les Vikings façonnaient une identité paradoxale. Ils étaient pillards redoutés sur les côtes de l'Occident, mais aussi partenaires commerciaux respectés dans les marchés de l'Orient. Les mêmes mains qui brandissaient la hache pouvaient tendre des perles ou des tissus, et les mêmes navires qui portaient la guerre transportaient également la promesse de prospérité. Les routes maritimes se transformaient ainsi en veines où circulait un sang nouveau, argent, soie, épices, esclaves, objets d'art. Chaque bien importé se mêlait au quotidien des terres du Nord, modifiant peu à peu les usages et les symboles. Les bijoux découverts dans les tombes témoignent de cette ouverture. Perles de verre venues de la Méditerranée, fibules ciselées aux motifs étrangers, bracelets forgés avec des métaux d'ailleurs. Le fracas des armes et la richesse des échanges étaient les deux faces d'une même aventure. Les fjords silencieux se souvenaient des départs nocturnes et les halles bruyantes résonnaient des récits de retour, batailles gagnées, trésors ramenés, marchés franchis. Entre l'ombre des incendies,
et l'éclat des monnaies. L'océan offrait aux Vikings une voie où se mêlaient le chaos et l'abondance. Ainsi se construisait leur monde, entre la douceur d'une étoffe lointaine et le cri d'un village en flammes, entre l'arôme d'une épice exotique et le silence d'un captif enchaîné. L'océan, vaste et indifférent, accueillait tout cela sans distinction, gardien muet d'un destin fait de conquête et de marché, de sang et de soie. Les fjords se taisaient enfin, les longues coques des navires glissaient hors des mémoires immédiates et rejoignaient l'infini des légendes. Les visages des hommes et des femmes, les gestes répétés des chants et des halles, tout semblait se dissoudre dans le temps, comme le sel qui s'efface sur la pierre au bord de l'eau. Les Vikings disparaissaient des terres qu'ils avaient foulées, laissant derrière eux un monde transformé et des histoires qui ne mourraient jamais. Les halles s'endorment dans le silence, les banquets cessent, les serments prononcés se taisent. Pourtant, le fracas des vagues continue de répéter ses anciennes voix. Chaque vent qui s'engouffre dans les fjords rappelle les rames, les cris et les chants qui accompagnaient les départs nocturnes. La mer conserve les secrets des voyageurs, les gestes des bâtisseurs de navires, le poids des alliances scellées dans le tumulte des festins. Elle devient mémoire vivante, témoin immobile de l'audace qui osa traverser l'horizon. Les sagas, elles, gardent la trace de ces vies. Les poèmes transmis de bouche à oreille traversent les siècles. On y entend le rythme des rames, le froissement des voiles, les chants des skaldes et les prières aux dieux du Nord. Les exploits des jarls et le courage des carles y résonnent encore, mais aussi la présence silencieuse des Thralls, oubliés dans le tumulte des conquêtes. Chaque récit mêle lumière et ombre, force et vulnérabilité, et conserve la complexité de ces sociétés disparues. Dans les forêts et sur les côtes, le souffle des hommes libres continue de vibrer dans la terre et dans l'air. Les champs où travaillaient les carles, les halles des jarls, les traces de villages isolés, tout cela s'efface, mais pas tout à fait. La liberté revendiquée, les serments donnés et respectés, l'énergie de la mer et du vent, tout cela persiste dans l'écho du monde, un murmure lointain qui guide encore ceux qui osent regarder l'horizon. Même les navires, devenus légendes, semblent danser sur les vagues. Le dragon sculpté sur la proue, les voiles rouges et les boucliers colorés, tout cela vit encore dans l'imaginaire. Il n'existe plus que dans l'esprit des hommes et des femmes qui les contemplent en rêve, mais leur mouvement demeure, l'élan, la vitesse, la capacité à s'ouvrir sur le monde et à franchir les limites connues. Chaque vague qui scintille sous la lune rappelle ce geste ancien, et chaque cri d'oiseau marin semble répéter l'appel du large. Les richesses échangées, les routes commerciales, les pillages et les conquêtes, tout cela a laissé des traces qui se confondent avec le quotidien des terres conquises. Argent, soie, épices et objets d'art ont changé de main, ont transformé les habitudes et les goûts, ont enrichi la mémoire du monde, mais plus encore que les objets, ce sont les histoires, les gestes et les rêves qui demeurent. Et dans le silence qui succède au tumulte, une présence subtile persiste. Les dieux veillent encore dans les récits, Odin et Thor dansent dans les tempêtes et les vagues. Les hommes libres et les esclaves, les jarls et les guerriers anonymes, tous continuent de hanter le paysage invisible, tissant ensemble un héritage qui échappe à la disparition. Ainsi, même après que les navires aient été consumés par le temps, même lorsque les villages ont été engloutis par la mémoire, le souffle des Vikings traverse encore les vents, les vagues et les songes. Il s'invite dans le murmure des fjords, dans le scintillement des étoiles,
et dans la fragile sensation que le monde est vaste, mouvant et ouvert à ceux qui osent partir. Leur vie finie devient alors un souffle éternel, une invitation à rêver, à naviguer et à écouter la mer qui ne cesse jamais de raconter.